On commence par qui? Je commence, tu commences. Tu peux commencer par moi. Oh, pardon. Hein? Tu peux commencer par moi. La diaspora? Oui. La diaspora est avec nous? Oui, nous sommes avec vous. Oui. Vous suivez, hein? Oui. Ok. Donc, on va essayer de parcourir rapidement les présentations. Mais quels sont, vous êtes combien en ligne qui ont des présentations? Je dois présenter. À Togo, oui, c'est Oui. Togo, hein? Voilà, Oui, c'est Togo. Il y a Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré, il doit présenter quoi? Le cas. Le? Cas. D'accord. Le Non, cas. mais vous savez, moi, je me suis trompé la dernière fois. C'est-à-dire, j'ai voulu donner les 5 S. C'est très bien. Les 5 S. Voilà. Et les 15, c'est en deux. C'est syllabe ou c'est comment? Oui, c'est bon. N'est-ce pas? En deux syllabes. 15. Voilà. D'accord. Donc, Abdel doit présenter les 15e aussi. D'accord. Il y a qui encore? Non, pour moi, c'est dans les cas seulement. Oui, c'est ce que j'ai dit que, en lieu et place des 5 S là. Ok. Les 5 S, donc, je m'étais trompé. J'ai essayé de déchiffrer le 15e. Ok. En lettres, ce n'était pas possible. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'écris avec le fond. Moi, je vais dire ça, j'écris. Il ne m'a pas dit. D'accord. Donc, vous devez présenter le cas, c'est le 15e, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il y a qui d'autre? Il y a Dr Koulibaly. Il doit présenter quoi? Monnaie. Monnaie, oui. D'accord. Donc, on finit avec 15, ils sont 3. Et puis, on passe à Monnaie, et puis l'autre là, Togo. Oui. Togo, c'est quoi encore? Matériel. Matériel, d'accord. Donc, ça, c'est dans le 7M. Donc, docteur Nego. Bonsoir, professeur. Hein? Bonsoir. Bonsoir. C'est docteur Dambélé Soumaïla. Il devrait présenter quoi? La matière. La matière, d'accord. Donc, on finit avec 15. Et après, on va à Ishakawa. Ok, merci. Ok, merci. Bonsoir à tous.
J'ai l'honneur de vous présenter en quelques diapositives le travail de recherche par rapport au mot quinzaine. Donc, en introduction, on ira pour optimiser la performance de votre organisation. Il peut y avoir des choix. Donc, par exemple, si on veut améliorer la qualité du service, il y a des choix possibles. Soit on casse tout et on reprend, soit on procède à une amélioration continue. Donc, cette dernière option, qui est l'amélioration continue, dit les principes Kaizen nous seront utiles. Kaizen, ça veut dire quoi? Ça signifie... Vous pouvez présenter les diapos. Les diapos sont... Il faut afficher la diapo. Hein? Afficher la diapositive que vous expliquez. Bon, on voit les diapos. Non, nous, on a que la première page, quoi. On a que la première page. Ah, ok. Donc il faut passer en mode diaporama. C'est en mode diaporama. Non, non. Ah bon? C'est pas en mode Oui. diaporama. C'est pas en diaporama. Voilà, maintenant, il faut mettre en diapo. Bon, ça va. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, ça va. C'est un mot Voilà. diaporama. Donc, Pas un mot diaporama. je disais que le mot... Il faut écouter ce qu'il dit aussi. Ok. Voilà, le mot Kaizen peut être découpé en deux mots. Il y a le KI, le KAI qui veut dire changement. C'est un mot japonais. Donc, le zen qui veut dire bon, aller vers le meilleur, améliorer, hein, c'est-à-dire progresser, c'est-à-dire le progrès permanent en matière d'amélioration. Donc, ceci étant, comment on peut appliquer les principes ou bien la méthodologie Kaizen? Donc, en première étape, il s'agit de sélectionner les thèmes qu'on veut améliorer. Ça veut dire les problèmes qu'on veut améliorer. Donc, par exemple, à l'hôpital, on peut partir des plaintes des patients, ou peut-être s'il y a des fautes ou des erreurs qui se produisent de façon récurrente, ou si la procédure du travail est lente ou difficile. Voilà quelques exemples. S'il vous plaît, il faut défiler votre diapositive. On a vraiment besoin de diapositive, quoi. Il faut qu'il défile la diapositive. Il n'est pas un diapo. Donc, l'introduction alors qu'il va passer à la seconde diapo. Il faut activer la modification et passer en mode diaporama. Non, en fait, comme il y a des animations dans les diapositives, c'est pour cela que vous n'arrivez pas à suivre avec lui. Oui, mais il peut défiler. S'il défile, on voit. S'il défile, vous voyez? Bien sûr. Oui, oui. Maintenant, on est sur la même diapo. On est sur la diapositive. Mais c'est cette diapo qu'il est en train de commenter. Mais il n'avait pas mis, quoi. C'était sur l'introduction. Non, c'était la même chose. Pourtant, c'est cette diapo qu'il a commenté. Voilà. Ça, c'est bon. Je disais, les critères de sélection des thèmes, donc c'est basé sur l'impact. Voilà. Ça veut dire que quelle serait l'ampleur de l'amélioration quand on résout le problème, quelle serait l'ampleur qui va être apportée en termes d'amélioration. L'urgence, aussi, on doit tenir compte de l'urgence de la possibilité de réalisation et la charge du travail. Alors ça, c'est très important. Par exemple, si on veut aller dans l'amélioration, on doit s'assurer que les tâches qui vont être assignées ne vont pas créer des sujets de travail pour les utilisateurs de service. Diapo. En deuxième étape, il s'agirait d'analyser la situation des
des thèmes choisis et assieds des objectifs. Donc, il peut y avoir des cas de figure. En premier lieu, nous avons des données par rapport à nos problèmes. Si nous avons déjà des données, il faut les étudier et recueillir l'information. C'est-à-dire, si on étudie des données, ça veut dire, à travers les données, on peut tirer un certain nombre d'informations. Si les données ne sont pas disponibles, alors il va falloir passer par une observation, mesurer, enregistrer les données, et après les analyser pour tirer l'information. Et on dit, le choix de la première ou des deux premières causes les plus fréquentes aidera à déterminer l'objectif plus facilement. Et là, c'est la règle de Pareto. Ça veut dire, lui, il dit que généralement, si on identifie les deux premières causes, déjà les deux premières causes sont responsables de 80% des problèmes. C'est ça cette règle. Donc, c'est pour laquelle on dit qu'il faut identifier et faire le choix de la première ou des deux premières causes. D'accord? Troisième étape, il s'agira d'analyser les causes fondamentales. Donc, pour cela, il faut lister les causes qui alimentent le problème, se concentrer sur les causes éventuelles, identifier les causes fondamentales à partir des causes possibles. Donc, et comment on peut identifier les causes fondamentales? Il suffit de se poser cette question, pourquoi cela arrive, et répondre parce que, jusqu'à 5 fois. Donc, ça permet quand même de retenir les causes fondamentales qui sont à l'origine du problème. D'accord? En quatrième étape, ça c'est l'identification des contre-mesures pour résoudre le problème. Donc, ça veut dire que ici, les actions qu'on va entreprendre dans la résolution du problème. Et pour ça, il faut lister les causes fondamentales. On a déjà identifié les causes fondamentales, il faut maintenant les lister. Ensuite, identifier les contre-mesures. C'est-à-dire les contre-mesures qui peuvent éliminer ou réduire les causes fondamentales. Et là, on doit joindre les contre-mesures correspondant à chaque cause fondamentale. Soit on peut le faire à travers un diagramme en arbre. Okay? Donc, la faisabilité des contre-mesures doit être évaluée en termes d'importance, d'urgence, la difficulté, le délai et les ressources disponibles. Donc, quand je reviens un peu en arrière par rapport quand je parle des diagrammes en arbre, si je prends l'exemple par exemple, si on dit l'hôpital, parce qu'il y a plusieurs plaignants, supposons que c'est lié à l'administration des médicaments. Donc, si on prend ça comme une cause fondamentale, quelles sont les contre-mesures qu'on peut mettre? On peut mettre de former le personnel sur l'administration du traitement. Donc, ça peut être une contre-mesure. Maintenant, on peut aussi prendre des sous-activités par rapport à cette contre-mesure-là. Telles que, si on veut former les gens, quand même, il faut réunir le matériel de formation, tout ce qui est nécessaire. Voilà, juste un exemple. Diapo. Étape 5. Donc, il s'agit maintenant d'appliquer les contre-mesures identifiées. Donc, ça, c'est maintenant la phase de mise en œuvre. Donc, là, on dit l'exécution des contre-mesures est habituellement compris entre 2 et 3 mois. Professeur, on ne voit donc, rien. Cela veut dire, si nous avons une contre-mesure dont la mise en œuvre doit aller au-delà de 3 mois, c'est que cette contre-mesure-là n'est pas efficace. Donc, on doit la laisser tomber et avancer avec les autres. Donc, le plan d'exécution doit répondre aux questions suivantes. Donc, on dit dans notre plan de réponse, on doit répondre à la question pourquoi. Donc,
Ça veut dire pourquoi on doit le faire et qui. Ça veut dire qu'on définit la responsabilité pour tout et chacun. Et on dit quel est le délai d'exécution. Et on le dit à quel endroit la personne doit suivre cette activité et avec quoi. Et le comment, on l'explique. C'est-à-dire comment la personne doit procéder. Et en 6e étape, il s'agit de vérifier l'efficacité des contre-mesures. Donc, les éléments d'évaluation d'efficacité, c'est la fréquence des causes fondamentales. Je prends un exemple. Si c'était par exemple l'administration des médicaments en injection, si au départ, à travers l'analyse des données, nous on a trouvé que on a enregistré 14 players par exemple. Donc ça c'est notre indicateur de départ, notre indicateur de référence. À chaque évaluation, on va essayer de voir est-ce que ce nombre est en train de diminuer. Et maintenant, à la fin, on essaie de voir quelle est la fréquence qu'on a pu obtenir, de réduction, la fréquence de réduction qu'on a pu obtenir. Alors si on est arrivé à plus de 50% de réduction, donc on peut dire qu'on a été efficace. Ok. D'accord. Et à la 7e étape, il s'agit de standardiser les contre-mesures qui ont été effectives. Donc, si on met en place un système qui marche, il faut trouver un moyen pour maintenir ce système-là. C'est là qu'on parle. Donc, on peut les faire à travers un tableau de procédures standardisées. Donc, on peut avoir une colonne pour le pourquoi, n'est-ce pas? Et une colonne pour le qui, le pourquoi, de la mesure effective qui est déjà là qu'on ne doit pas perdre. On va mettre ça dans une colonne. C'est ça le pourquoi de notre action de standardiser. Et qui doit faire quoi, quand, où et comment. Voilà, on doit tenir compte de ces aspects-là pour pouvoir maintenir une mesure qui a été efficace. D'accord? Bon, s'il y a des questions, on peut répondre. Merci, Dr. Sanego. La présentation a pris en compte celle du responsable de classe. Qui on avait donné, qui, etc. Alors, donc, je veux bien que c'est pris en compte ici. Donc, on passe à. Voilà, avant qu'on vienne à la question. Notez vos questions. Bon. Vous suivez, hein? La diaspora. Oui, bonsoir, professeur. Oui. Vous suivez, hein? On n'a pas suivi la totalité. Bon, mais il a fini sa présentation. Vous n'avez pas applaudi. Hein? On n'a pas suivi la présentation, en fait. Avant la première étape, là, on n'a rien su. En fait, nous, on a été un peu marginalisés. D'accord, donc on passe à une autre présentation de 15 heures. Dr. Kone, vous avez la parole. Ok, merci et professeur de m'avoir donné la parole. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous présenter encore 15 heures. Donc, à la différence de Baki, je vais au moins sur la personne qui est à la base de la diffusion même de la philosophie de Kenzen, c'est un japonais du nord de Masakei, Imai, né à Tokyo en 1930. Donc, c'est ce dernier qui a vraiment diffusé, qui a beaucoup travaillé même sur les volumes. Les volumes. Donc, le volume. Ouais. On parle fort. On m'attend, non? Tu peux me laisser. Hein? Pas maintenant. Ça va, on t'attend. On m'entend?
Oui, ça va maintenant. Oui, ça va. Merci. Donc, je disais que la philosophie même des quinzaines vient de Masakai Imai, né en Tokyo en 1930. Donc, c'est ce dernier qui est à la base même de la diffusion dans le monde de la philosophie même des quinzaines. Donc, Baki a bien défini ces deux mots, c'est AI et Zen. Donc, il veut dire changement linéaire. Donc, c'est une méthode de gestion des qualités basée sur des actions concrètes, simples et efficientes, nécessitant l'implication de tous les acteurs en vue d'améliorer l'offre de services. Voilà. Donc, c'est un peu ça la définition de Kanzen. Donc, quel est l'objectif même de Kanzen? Donc, c'est d'éliminer les gaspillages, améliorer les délais, permettre de participer à l'amélioration de leur poste de travail, améliorer Jagite, nous, on voit que quand c'est sur le mode normal. On voit que la première. Il faut activer la motivation qui est en haut là. Voilà, justement, c'est ce qu'on demandait. Voilà. Ok, c'est bon, on peut avancer. Oh, oui, c'est bon, c'est ce qu'on demandait. Oui, on peut avancer. Ok, donc je disais, quel est l'objectif même de Kanzen? C'est d'éliminer les gaspillages, améliorer les délais, permettre au personnel de participer à l'amélioration de leur propre poste de travail. Donc, améliorer les conditions de travail, tendre vers l'expérience pas à pas de façon plus humaine, de façon progressive. Maintenant, optimiser les performances de l'entreprise et gagner en compétitivité. Donc, c'est ça un peu l'objectif de Kanzen, parce qu'il a tantôt développé ces approches. Mais là où je vais me focaliser, c'est les 10 règles même de Kanzen. Donc, Kanzen a 10 règles pour l'appliquer. D'abord, la première règle, c'est oser remettre en question les pratiques actuelles. Donc, les pratiques actuelles, ça peut être deux options. Soit c'est bon. Si c'est bon, on doit toujours chercher à l'améliorer. Maintenant, si la pratique actuelle que nous sommes en train de mettre en œuvre n'est pas bonne, donc on doit chercher maintenant des solutions. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est voyez comment réussir un projet plutôt que de dire que ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Donc, la troisième règle, il ne faut jamais chercher des excuses à un problème et encore moins des coupables. Mais remettez les pratiques actuelles en cause. Donc, il ne faut jamais se dire qu'on va identifier c'est telle personne qui est à la base de ça, mais c'est tel système. Non. Il faut chercher toujours à mettre en place des solutions et non à se focaliser sur des personnes. Donc, ne visez pas la perfection du premier coup, mais cherchez simplement l'amélioration. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se brutaliser, c'est-à-dire dire que nous voulons être performants tout de suite. Et généralement, ces genres de performance, ça ne va pas loin. C'est ce que les gens disent et les produits chinois. Ça veut dire tout de suite, il y a la chose. Mais en termes de durée et de qualité, ça n'avance pas. Donc, il faut aller de façon progressive vers la qualité. Et ça sera, en ce moment, ça sera plus pérenne. Donc, n'attendez pas pour corriger les erreurs. Il faut réagir dès qu'elles apparaissent. Donc, il ne faut pas attendre que les erreurs arrivent pour se mettre à les corriger. Mais, du coup,
il faut réagir en avant, il faut développer des tactes en matière d'anticipation des problèmes pour les gérer. Donc, prioriser les solutions qui ne nécessitent pas d'investissement. Donc, c'est ce qui nous manque généralement. On se focalise sur des problèmes qui nécessitent de gros dépenses. Et généralement, les systèmes tombent à l'eau. Donc, alors que les investissements, ça vient, je vais prendre le cas peut-être de la malnutrition tout de suite. Dans les pays en voie de développement, on s'attend toujours à ce qu'on nous apporte des plombiers, à ce qu'on nous apporte des solutions. Alors que de façon locale, nous pouvons développer notre propre capacité. Je prends un exemple, par exemple, quand on appuie les femmes dans les maraîchages. Donc, ils vont produire des aliments vraiment qui sont bien pour la santé des enfants. Donc, alors, de s'attendre toujours au plombier, alors de façon locale, il y a ce qu'on appelle les bénéguins, on peut développer tout ça de façon locale pour donner aux enfants. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple. Maintenant, même si cela fonctionne bien, cherchez des idées pour toujours améliorer votre travail. Donc, avec 15 ans, même si on est performant et ça va, il faut toujours chercher à être plus performant, à améliorer ce que nous sommes en train de faire et qui est déjà bien. Voilà. Identifiez les causes premières de votre problème et posez les questions pourquoi 5 fois de suite, comme Baki a si bien dit. Donc, il faut toujours se focaliser aux solutions et non pas se focaliser aux problèmes. Maintenant, avant de prendre une décision, demandez les idées de 10 personnes plutôt que de savoir d'une seule personne. Donc, avec 15 ans, ça demande toujours du travail collégial. Même si tu as des managers, il faut que tu prennes en compte les avis de tout le monde. Il faut que tout le monde participe à la solution. Il faut que tout le monde participe à l'identification du problème et que l'avis de tout le monde compte dans la proposition de solution. Donc, et enfin, la 10e règle, c'est ne perdez jamais de vue la possibilité de 15 ans sont limitées, illimitées plutôt. Ça veut dire quoi? Avec 15 ans, on cherche toujours à être performant et à l'amélioration. Ça veut dire dès qu'on trouve la solution, il ne faut pas se cramponner là-dessus. Il faut toujours améliorer cette solution pour être encore plus performante. Voilà. Donc, enfin, la dernière présentation, c'est le cycle de 15 ans. Donc, c'est en anglais, je vais essayer de traduire. Le premier cycle, c'est impliquer vos employés. Donc, quand on est à la recherche de solutions, il ne faut pas, en tant que manager, s'asseoir seul dans son coin pour commencer à réfléchir sur des solutions. Il faut partager, il faut amener au cours d'une table ronde l'avis de tout le monde par rapport au problème. Où se situe le problème? Quel est le problème? Quelle est la solution? Il faut l'implication de tout le monde par rapport à l'identification et par rapport aux solutions. Donc, un deuxième point, c'est rassembler une liste de problèmes. Quand on est en table ronde avec tout le monde, on liste les problèmes. Baki a tantôt dit, quand on liste les problèmes, il faut savoir prioriser les problèmes aussi. Donc, un troisième point, c'est encourager les solutions, puis choisissez une idée. Donc, quand vous avez plusieurs solutions, il faut qu'ensemble, vous regardez parmi les solutions, quelle est la moins bonne, quelle est la plus bonne. Donc, il faut savoir prioriser aussi les solutions. Donc, il faut tester la solution. Maintenant, quand on trouve la solution, il faut savoir le mettre en œuvre. Mettre à l'épreuve la solution pour voir si c'est efficace oui ou non. Maintenant, cinquième point, c'est mesurer, analyser régulièrement les résultats. Donc, quand on trouve, nous mettons en œuvre la solution, il faut savoir évaluer, faire ce qu'on appelle le suivi-évaluation. Donc, le suivi, ça peut être quotidien et l'évaluation, ça peut être soit au début de la solution, vous évaluez au début, au milieu et à la fin. Voilà. Donc,
En sixième point, en cas de succès, adopter la solution. Ce que Baki a dit, c'est d'optimiser la solution. Donc, il faut rendre pérenne la solution. C'est-à-dire capitaliser la solution pour partager vraiment avec l'expérience avec d'autres personnes. Maintenant, en septième point, c'est de répéter sur la base continue. Donc, tout ce que nous avons dit du problème jusqu'à la solution, il faut savoir l'appliquer à d'autres domaines pour vraiment réussir son quinzaine. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Ok. Les deux se complètent. Hein? Oui. J'applaudis pour mon fils. Hein? Très bien. Merci, Dr. Ah, c'est Mme Kanti. Voilà, c'est Mme Kanti. C'est Maïga et puis Diallo. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Donc, la diaspora, Dambélé. Dambélé. Oui. Docteur Dambélé. Oui, professeur. Donc, c'est le même lot. Hein? Le 15 ans, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, vous présentez, on vous entend. Ce que vous avez fait. Oui, c'est bon, ce que j'ai fait. Donc, j'avais envoyé la présentation à Jacqueline. Je ne sais pas si il l'a téléchargé. Sinon, je peux présenter la version que j'ai à mon niveau. Allez-y rapidement. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Faites-moi, je suis Dr Dambélé Soumaïla. Je suis chargé de suivi et évaluation dans une ONG nationale, sous 3. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la matière. Donc, il y a un élément... Ah, Dambélé. Oui. Dambélé. Oui. Si c'est la matière, non, ça c'est bon, ça va. Ça va? Il y a quelqu'un qui devrait présenter le cadre. Non. Oui. Pour moi, c'est pas en ligne? Oui, c'est moi, oui. Oui, mais c'est ce qu'on cherche. La lettre K. Bon, oui. Présentez-nous ce que vous avez fait par rapport à la lettre K. Oui? Voilà, j'avais envoyé, mais heureusement aussi, j'ai la version avec moi ici. Allez-y. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, moi c'est Abdoulaye Betaouré. Donc, j'ai le plaisir de vous partager en tout cas l'effort que j'ai pu fournir par rapport à la lettre K. La lettre K est la 11e lettre et la 8e consomme de l'alphabet latin. Bon, maintenant, K majuscule est le symbole du Kelvin, unité de température, quoi. Oui, ou K est le symbole du préfixe kilo. Oui. Voilà, donc, maintenant, en règle générale, les cas notent les phénomènes en français, sauf dans quelques rares mots d'empreinte et de la transcription de certaines langues étrangères, c'est-à-dire les digrammes. D'accord. Docteur, ce qu'on va faire... L'explication est un peu par rapport... Excusez, oui. Ce qu'on va faire, oui. Le professeur avait commis une erreur. OK. N'est-ce pas? D'accord. C'est-à-dire c'est le quai du quinzaine. OK. C'est ce qu'en fait on avait souhaité vous donner. OK. Donc c'est une erreur, hein? Donc, en fait, je m'excuse de vous arrêter, mais quand même, je crois bien que c'est en fait une erreur qui vient du professeur. Donc, ce n'est pas la lettre K en tant que lettre K. Oui. Mais c'était le cas qui était dans le quinzaine. Dans le cas... on n'a pas compris. Oui, mais le cas seulement du quinzaine n'est pas présentable. Voilà, c'était plutôt le quai. Le quai, on a dit que le quai, c'est quoi? Changement. Et les zen, c'est bon. Voilà. Donc vraiment, je crois bien que vous avez suivi les deux présentations. Hein? Oui. Voilà. Donc, le quinzaine, le quai au lieu du cas. Donc, on vous remercie et je remercie beaucoup. C'est une erreur de ma part.
Oui, mais juste quand j'ai fait des recherches là, quelque part, j'ai trouvé que quand même c'est une méthode, quoi. Oui, que les cas, mais chez les Anglais, c'est-à-dire qu'il y a les... oui, il y a le partitionnement, c'est-à-dire en cas, qui est une méthode de partitionnement, c'est-à-dire des données, quoi. D'accord. Donc, on laisse tomber ça. Ok, d'accord. On se focalise sur les 15 ans. Merci. D'accord. Et il y a qui doit présenter aussi? Moi, j'ai la main d'œuvre de 7M. Voilà. Mais maintenant, on passe à la matière. Docteur Dambélé. Docteur Dambélé? Oui, professeur. Tu avais commencé, non? Oui. D'accord. Oui. Bon, comme je l'avais commencé, donc j'ai le plaisir de vous présenter la matière. Donc, avant tout, donc, la matière, c'est tout ce que nous... Mais il faut parler fort, hein? Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de présentation. Je disais... J'ai une présentation en face de moi. Oui, mais il faut dire, parce que nous, en fait, tu prends des pauses là, mais tandis que nous, on te suit verbalement, quoi. OK. Donc, je disais que la matière est tout ce qui compose les corps qui nous entourent. C'est-à-dire tout ce qui a une masse et un volume. Donc, elle peut prendre divers états, à savoir solide, liquide, gazeux. Donc, dans le cadre de la résolution d'un problème, pour en découvrir là où les causes, c'est-à-dire donc, la racine du problème. Donc, je disais que dans le cadre de la résolution d'un problème, pour en découvrir les causes, quoi. Donc, il y a Denis qui nous a proposé une classification des causes selon 5 catégories. Donc, à savoir le milieu, les moyens, la matière, la méthode, le main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu à la matière. Donc, c'est la matière qu'on vous a donnée. Oui, c'est la matière. Donc, la matière fait référence aussi aux éléments qui entrent dans un processus. C'est-à-dire les éléments qui sont transformés de façon temporaire pour un processus, quoi. Donc, dans la construction, nous pouvons citer comme matière, il y a l'acier. Donc, dans l'alimentation, il y a huile. Donc, en ce qui concerne dans le domaine de la santé, donc, la matière peut se présenter sous d'autres formes, comme des informations, des connaissances. Donc, pour un gestionnaire, par exemple, qui veut savoir les causes des infections nosocomiales dans sa structure, donc, la personne peut considérer comme matière. Docteur, mais il y a une contradiction chez vous. Hein? Vous parlez d'information de cause comme matière et vous dites qu'il y a l'état solide, l'état liquide et puis l'état gazeux. Non, bon, là, dans ça, on prend matière de façon générale. Donc, comme on nous a dit dans les petites classes là, donc la matière, donc la définition qu'on nous a donnée dans les petites classes là, en physique, on nous dit là-bas que la matière peut se présenter sous forme d'état gazeux, solide. Bon, maintenant, en ce qui concerne en management, donc, la matière peut... donc, l'information, on peut considérer l'information comme une matière. Par exemple, quand moi, je veux mener une étude, par exemple. Il faut que ça suffise. Hein? Avec, allô, professeur? la COVID, là. Allô?
Ouais, docteur. Oui. On a entendu, en fait, on a eu ce que l'on voulait. C'est-à-dire la matière liquide et puis gazeuse. Ça nous suffit entièrement. Mais tout le reste là, tout le reste là, ça c'est dans le cadre des 7M quoi. On voulait que tu te limites à matière seulement. Ok. Bon, comme au cours de mes recherches, donc, bon, j'ai trouvé d'autres éléments qui sont considérés comme matière aussi. Donc, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, on t'applaudit, hein, fortement là. Oh, merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein? Moi, je ne sais pas s'il y a des questions de collègues. Oui, il y en aura. Et il y a qui doit présenter après? Moi, docteur Damele. Matériel. Matériel, allez-y. En 2 minutes, quoi. Okay. Allez-y, madame. Oui, bonsoir la classe. Et moi, c'est Togo Aminata. Je vais vous partager ma recherche sur le matériel. Comme définition. Pardon, là. Ouais, celui qui vient le présenter là, quel est son nom? Docteur Damele Soumaïla. Damele Soumaïla. Oui. C'est Togo comment? Togo Aminata. Oui. Et le premier qui a présenté la diaspora, c'est qui? Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré. Aminata, allez-y rapidement. 5 minutes, hein? D'accord, ok. Donc, on peut définir le matériel comme un ensemble des éléments nécessaires à un fonctionnement, une activité ou une réalisation. On a 2 types de matériels, les matériels durables et le consommable. Donc, les matériels durables, ce sont des matériels qui durent des années. Donc, on doit utiliser avec soin et doivent être entretenus, comme les radiodémographies, les scanners, les ordinateurs, etc. Donc, le consommable, ce sont des matériels qui ne durent pas longtemps, qu'on doit changer de façon périodique, comme les médicaments, le coton hydrophile, les seringues et les alaises à usage unique dans les salles d'accouchement. Donc, on a 2 principaux types de matériel, l'inventaire et la fiche de stock, qui ont pour objectif de tenir à jour un inventaire et les fiches de stock, assurer l'entretien et un système régulier de suivi des consommables et d'approvisionnement. Donc, on a 4 principaux, on a 4 opérations principales du matériel. Donc, on doit commander, faire le besoin du matériel, acheter le matériel. D'accord. Docteur Togo. Docteur Togo. Oui, c'est la sage Togo. D'accord, je m'excuse de vous interrompre, hein, puisqu'on a déjà eu ce que l'on voulait. Hein. D'accord, ok. Okay. Donc, on vous applaudit. Hein. Ok, docteur Damele Mahamadou. Docteur Damele Mahamadou. Vous devez présenter quoi? La main d'œuvre de 7M. La main d'œuvre, oui. Oui. Ok. L'outil 7M est un outil qualité utilisé dans la résolution des problèmes. Il permet de structurer la recherche des causes par brainstorming en les classant par famille et de présenter les... Vous avez main d'œuvre à présenter, main d'œuvre. La main d'œuvre, il s'agit de la compétence. Tout ce qui impacte l'homme et son management. L'opérateur n'a pas la formation nécessaire. Il y a le sabotage intentionnel à travers les délégations poubelles. Il y a le manque de communication entre les personnels et les informations ne sont pas bien partagées. Les responsables hiérarchiques ne font pas son travail correctement. Docteur Damele, oui. Donnez-nous des exemples de main-d'œuvre. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a le sabotage intentionnel. Mais la main-d'œuvre, ça peut être quoi? Ça peut être qui? Hein? La main-d'œuvre, ça peut être qui? Ça peut être quoi? La main-d'œuvre, il s'agit des ressources humaines, des personnels. C'est-à-dire tout ce qui impacte l'homme et son management.
Donc, par exemple... Parce que dans les 7 M là, dans les 7 M là, il y a management, donc on ne peut pas parler de management. Mais quand on dit main-d'œuvre tout court, vous avez dit que c'est les ressources humaines. Oui. Je pense que c'est ce que l'on voulait entendre. Dr Dembélé? Oui. Donc, on vous applaudit fortement. Ah, professeur, bonsoir. Oui, c'est qui? Bonsoir. Ça va? C'est Ibrahim Kassambara. Oui, ça va? Vous avez à présenter? Depuis mon petit. Vous avez à Les effets. Les effets, allez-y, allez-y. Les effets, l'effet. Ok, en définition. Kassambara. En définition, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, en définition, les effets sont des incidences directes et indirectes d'une action. Ils peuvent être anticipés, mais avec une marge d'incertitude. Comme synonyme, résultat, impact, conséquence. Kassambara, oui. Tu reprends la définition. Et que les effets sont des incidences. Incidences. Directes. Ouais, incidences directes et indirectes d'une action. Et indirect d'une action. D'une addition. D'une action, quoi. D'une action. Addition. Action. Une action. Une action, d'accord. D'accord. Voilà. OK. Ils peuvent être anticipés, mais avec une marge d'incertitude. Comme synonyme, nous avons un résultat, impact, conséquences, etc. Bon, comment évaluer les effets d'une action? Ah non, tu ne vas pas évaluer ça. Kassambara. Oui. On a déjà eu ce qu'on voulait. Tu as dit que tu as parlé de résultats, d'impact, de conséquences. Voilà. Et tout ça, c'est l'incidence, n'est-ce pas? Oui. Oui. L'action. Ok. D'accord. Kassambara, on vous remercie beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et qui encore? Docteur Koulibaly Moussa. Koulibaly Moussa, oui. Bon, le travail qui m'avait été donné, c'est la monnaie. La monnaie, oui. Voilà. Donc, je m'avais vous donné un peu par rapport à l'histoire de la monnaie. Non, on ne va pas te donner ce temps-là. Non, c'est très simple. Une seule phrase. Une seule phrase, d'accord. L'histoire de la monnaie. Oui. On dit qu'il est impossible de situer avec précision l'inventaire de la monnaie. L'invention de la monnaie. Maintenant, ça a commencé avec le commerce et les transactions. Condition essentielle de l'activité économique. C'est ça la monnaie. La condition de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie, c'est une condition essentielle de l'activité économique. Maintenant, je m'avais vous dire un mot aussi sur les fonctions de la monnaie. C'est un instrument d'échange, c'est-à-dire le paiement, unité de compte des biens et des services. C'est un instrument de valeur. Je n'entends pas bien. J'ai dit, la monnaie, c'est un instrument d'échange. Oui. C'est-à-dire de paiement, quoi. C'est une unité de compte des biens et services. C'est un instrument de réserve de valeur. Voilà, donc, il existe essentiellement deux types de monnaie. Il y a la monnaie fichidaire. La monnaie fichidaire, oui. Oui. Qui est une pièce de monnaie ou des supports de papier. Il y a la monnaie scripturale. La première monnaie, c'est? La monnaie fichidaire. F-I-D-I-C-I-A-I-R-E. C'est pas fichidaire, ok. C'est fichidaire. Mais vous faites pour tout le monde. Fiduciaire, quoi. Non, quand tu l'as présenté, ne réponds pas aux questions. Ok. La monnaie fiduciaire.
Et il y a aussi la monnaie scripturale. Ça, c'est les avoirs des banques, c'est les biens dans les banques et les différents établissements de crédit, quoi. Donc, merci bien, monsieur. C'est ce que j'avais à présenter par rapport à la monnaie. Merci beaucoup. On applaudit. On va prier, n'est-ce pas? C'est quel nom, madame? Et vous, votre premier cours, hein? Madame Traoré. J'ai écrit le nom de tout le monde. Hein? Sanogo, Dr. Kone, Dr. Bongo, Dr. Bera, Diallo, Maïga. Diallo, c'est le prénom. Jélika. Maïga, le prénom. Andé. Djara. Enrico. Vous, c'est Mariam Traoré. D'accord. Ok. Donc, on va à la pause. Prière, après, bon, on va revenir sur cette question. Si j'ai du temps, je présente mes diapos, sinon je vous les remets. N'est-ce pas? Hein? Oui. Bonsoir, professeur. Ah, il faut aller prier. L'heure de la prière. Bonsoir, professeur. Bonsoir, c'est qui? Docteur Mais ça fait longtemps que je n'entends pas. Hein? Bachili? Bachili ne s'oublie? Non, Elisabeth. Ah, Elisabeth. Hein? Oui. Là, je Moi, j'ai la procédure. Oui, j'ai la procédure. Quelqu'un l'a déjà présenté. On verra bien pour toi après. Avec les délégataires que vous asseyez, vous mettez sur ce qu'il faut déléguer. Et puis, bon, les contrôles aussi. À un certain niveau, je serai obligé de vous demander de poser des questions. Bon, voilà. Donc, on a vu aussi la motivation. On a dit que la motivation, c'est sur les 5 piliers de Maslow. La base de la pyramide, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Ah, c'est physiologique, hein? Voilà. Physiologique et psychologique, là, c'est pratiquement la même chose. Hein? Hein? Si le physiologique est complet, donc le psycho marche. Et le deuxième palier, c'est quoi? Sécurité. Troisième palier? À un groupe, hein, n'est-ce pas? Et troisième, quatrième maintenant? L'estime. Et le dernier palier, c'est la réalisation. Donc, on a dit que la motivation n'est pas financière. On peut motiver toute personne financièrement. N'est-ce pas? La réalisation, ça c'est le dernier palier. Il y a la formation, il y a tous les besoins que les gens expriment, si vous parvenez à les réunir. Donc, c'est en fait pour lui permettre de produire, de faire ce qu'il a appris, ce qu'il sait faire. Et quand un agent, en fait, a tout ce qu'il faut pour réaliser ce qu'il a appris, donc il est motivé. On a parlé de l'appartenance du groupe. S'il y a quelqu'un d'entre vous ici, elle vient de commencer, hein, mais elle ne se sent pas appartenir au groupe, hein, donc elle n'est pas motivée pour le moment. Ouais. Il y a quoi encore? On a parlé d'estime. D'estime. Quand quelqu'un fait du bon, quand quelqu'un fait un bon travail, de bons résultats, la meilleure façon, en fait, d'avoir de l'estime pour lui, c'est de le féliciter et de le remercier. Tout ça, c'est la motivation. On a dit que, bon, pour les besoins physiologiques, là, en fait, c'est la majeure partie revient à l'État. Et l'État n'arrive pas à faire défaut. Et c'est ce qui explique les problèmes au nord, les rébellions, parce que les gens n'ont pas à manger, à boire. Mais dans vos services,
si vous tentez en fait de résoudre ce problème, peut-être que ce serait possible à l'intérieur du service, hein. Mais quand l'agent va chuter avec sa famille, s'il n'a pas tout ce qu'il faut, bon, voilà. Vous pouvez motiver le service suivant, donner à manger, à boire, du thé, etc. On a limite de vos moyens. Mais de donner chaque fois des grosses sommes à l'agent en rentrant, bon, les jours où vous n'en aurez pas, là, c'est des problèmes. Donc, on a fait de la motivation, il y a quoi aussi? On fait le leadership. N'est-ce pas? On dit que chacun d'entre nous a un grain de leadership en nous. Mais c'est à nous de savoir le développer. Et c'est à nous aussi de voir comment repérer les leaders dans nos services. Et voir comment nous pouvons les utiliser pour que nos objectifs puissent être atteints. Et le leader a toujours une vision. On dit, lui, il n'est pas choisi par un arrêté. Certains disent que le leader est inné. Il est fait pour ça. Et on dit que la différence fondamentale entre le manager et le leader, c'est que le leader n'est pas nommé, mais le manager, il y a une nomination, en fait, qui fait qu'on est nommé à ses postes. Donc, il a des missions bien précises. Et il y a aussi les procédures qui sont là. Les objectifs sont précis. Il doit tout faire pour les atteindre. Et comment les atteindre? Donc, il va passer par la motivation, la délégation, les différents styles de management. Et maintenant, les outils qui peuvent faire que, ça dit s'il atteint l'objectif qui n'est pas l'objectif attendu. Donc, il doit, par petite amélioration continue, évoluer vers l'atteinte de l'objectif qui est escompté. Et comment il faut passer par les outils d'aide à la gestion de la qualité. C'est ce qu'on a essayé de voir ici. C'est un petit rappel. On peut continuer. Sanogo. On peut continuer. Où est ton masque? Sanogo. Je ne sais pas. Parce qu'on est dans une enceinte close, hein, et puis bon, on respire et on réinspire encore. On expire, on réinspire. Ah. Non, mais moi, je suis protégé, mais c'est lui qui n'est pas protégé. Voilà, donc maintenant, les outils et méthodes du management de la qualité. C'est tout ce que l'on vient de voir. Méthode de quinzaine, de Pareto, la matrice d'Eisenhower, le questionnaire, le QQQ, etc. En fait, tout ce que l'on va voir maintenant, en fait, doivent nous aider à aller vers la qualité. On ne peut pas atteindre la qualité souhaitée en un coup, mais à chaque fois que l'on s'évalue, on évalue ce que l'on a fait. En fait, on essaie de corriger, de progresser afin d'atteindre les objectifs. Donc, en fait, on a dit qu'il y a la matrice de Eisenhower qui a été présentée par Mme Maricon, le diagramme de Pareto qui a été présenté par Mme Cantine, je crois bien. Les QQQ, les deux l'ont dit. Non? Sanogo et puis l'autre là, c'est dans quinzaine aussi. N'est-ce pas? Hein? Il y a la roue des Deming. La roue des Deming, c'est dedans, mais en fait, ta présentation, on va la prendre parce que ce n'est pas dans ça. C'est les quinzaines aussi, mais pas dans ça. Hein? Il y a aussi la méthode de 5S. 5S. Voilà. Peut-être que je vais vous envoyer ça après. Bon, la matrice des c'est des chaînes. C'est la gestion du temps. Madame l'a dit. C'est un ex-homme politique américain. Voilà. Président des États-Unis, 53-61. 34 président. Et qui a classifié les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc, ça c'est une introduction. Le temps fait partie intégrante de notre vie. Il est omniprésent et immatériel. Parce que le temps là, est-ce que ce n'est pas une invention de l'homme?
plus, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas les toucher. On n'a aucune, en fait, aucun organe en nous qui puisse, disons, avoir cette notion de temps. Des chercheurs ont imaginé que le temps perçu par notre cerveau est calé sur le tic-tac d'une pendule. Donc ça, c'est encore consensuel. N'est-ce pas? Le temps basé sur les aiguilles d'une montre, ça, c'est une convention. D'accord. Donc, on peut passer. Voilà, madame était sur ça. Voilà, donc ça, c'est en fait un repère orthonormé. Pas important, important. N'est-ce pas? Pas important, important. Donc, on va essayer de nous concentrer sur les quadrants qui sont importants. Après, on essaiera de voir les quadrants qui ne sont pas importants. Pour les deux quadrants, important, urgent. Ça, c'est à traiter en priorité. Quelque chose qui est important et qui est urgent, ça, c'est la priorité. Et vous devez tout faire pour que cela soit fait par vous-même. Le deuxième cadran, important, mais pas urgent. Ça, c'est à traiter rapidement, mais ce serait après le premier cadran. Bon, laissez les deux autres cadrans d'abord. On va au deux premiers cadrans. Important et urgent. Important, pas urgent. C'est important, mais c'est pas urgent. Mais ça fait quand même. Mais puisque les deux autres ne sont pas importants, donc on va les voir après. Les activités dites importantes. L'importance se mesure par l'ampleur des conséquences négatives si nous les réalisons. C'est-à-dire une activité, une tâche qui est là, que vous devez mener, c'est important parce que si vous ne la menez pas, en fait, les conséquences, vous ne pouvez plus les rattraper. Vous voyez ici, l'exemple c'est